Bonsoir. Au sommaire de ce JT, Michel Mercier réélu à la tête du département. Il lui aura fallu tout de même attendre le 3e tour. Gros plan sur les anciens frichards. 3 mois après leur déménagement, nous irons voir ce qu'ils sont devenus. Et puis également dans l'actualité du rugby et peut-être le match de la montée pour le Loup. Ils affrontent dimanche Albi. Michel Mercier a donc été réélu cet après-midi président du Conseil général, une élection qui aura tout de même nécessité 3 tours de scrutin. Le garde des Sceaux l'emporte avec une majorité de 28 voix contre 26 pour Thierry Philippe. Sur place, Sylvie Roland. Michel Mercier retrouve donc son fauteuil de président pour la 8e fois depuis 1990. Un fauteuil peut-être un peu moins confortable. Cet après-midi, la majorité départementale est apparue légèrement lézardée. Je veux simplement remercier celles et ceux qui viennent de me faire confiance. J'ai bien vu qu'il fallait un peu de temps pour convaincre et ceux qui n'ont pas voté également. Car au 1er et 2e tour, il a manqué une voix à Michel Mercier pour obtenir la majorité absolue. La défaillance n'est pas du fait du parti radical valoisien. Dès hier, Bernard Fialaire, très courtisé par la gauche, avait fait savoir qu'il resterait fidèle à Michel Mercier. Dès que les valeurs sont si partagées par la majorité départementale, à ce moment-là, c'est le projet d'idée qui reste le mien. C'est en fait Jean-Jacques David qui s'est vu refuser une vice-présidence, à l'inverse de Michel Forissier, récompensé par la première d'entre elles, qui a tout d'abord voté blanc avant de rentrer dans le rang. Score final, 28-26 pour Michel Mercier. À gauche, il a bien fallu s'incliner. Un regret d'avoir perdu certaines élections, et en particulier une à mes yeux, mais aussi celle de l'Arbrel et d'autres. Mais c'est la loi de la démocratie. S'il n'y a pas eu de surprise, on a senti Michel Mercier un peu moins souverain en son palais du Conseil général. Thierry Philippe pour le Parti socialiste et Gilles Bunat pour les écologistes n'ont pas manqué en effet de lui rappeler son silence assourdissant entre les 2 tours. Ce ni Front National, ni Front Républicain qui décidément ne passe pas. En réponse, Michel Mercier a précisé que tous ici étaient légitimes et que tous méritaient le respect. Manifestation aujourd'hui des personnels de l'urgence sociale. Ils étaient ce midi plus de 400 selon la police à s'être rassemblés devant la préfecture. Ils dénoncent le manque de place dans les structures d'hébergement. Une situation d'autant plus difficile que depuis le début de la semaine, 2 centres d'accueil ont fermé en raison de la fin de l'hiver. Il y a 500 personnes aujourd'hui à Lyon qui sont dans la rue, sans solution d'hébergement et dans toute illégalité, puisque le droit à l'hébergement dit que toute personne accueillie dans un centre d'hébergement d'urgence doit pouvoir y rester jusqu'à ce qu'une solution pérenne lui soit proposée. Il y a des gens qui sont aussi à prendre en charge sur toute l'année et que de les mettre à l'abri l'hiver, ça ne suffit pas. Et que pour ça, il faut des moyens. Et sans un accompagnement social important et motivé par des budgets, on n'y arrivera pas. Depuis son ouverture en 2007, l'établissement pour mineurs de Meyzieux connaît de nombreuses vagues de violence. Une situation qui devient explosive selon les syndicats de surveillants. Ces derniers jours, plusieurs agents auraient en effet été victimes d'agressions. L'UFAP en appelle désormais à la direction de l'administration pénitentiaire. Cet après-midi, un autre collègue s'est de nouveau fait agresser par ce détenu provenant de Marseille. Donc là, on peut dire que la situation est plus que critique et on est au bord de l'explosion, quoi. Nous, on réclame le transfert de certains détenus qui sont reconnus comme étant les meneurs et qui incitent les autres détenus à commettre des actes de violence ou de rébellion. Près de 3 mois après la fermeture officielle de la friche RVI, que deviennent les artistes? Alors qu'ils étaient près de 400 sur l'ancien site, ils ne sont désormais plus qu'une centaine installés rue Lamartine. Les autres dispersés un peu partout dans l'agglomération. Entre squat et occupation légale, à quoi ressemble le quotidien des anciens frichards? C'est le gros plan de la rédaction, il est préparé par David Segal. Aujourd'hui, ils sont 130 artistes environ à avoir été relogés ici, rue Lamartine, à 2 pas de l'ancienne usine RVI. 3 mois plus tard, la création semble avoir repris son cours. Peut-être qu'il n'a pas de poche. Une poche sans fond. Faute de place à Lamartine, il faut se partager 3500 mètres carrés de surface. Rien à voir donc avec les 35 000 mètres carrés de l'ancienne friche. On est au mètre carré, près. Donc en gros, les plasticiens ont 12 mètres carrés par personne. Voilà. Donc c'est dérisoire par rapport à ce qu'on disposait à la friche. Autre contrainte pour les artistes, l'obligation de présenter à la ville un projet avec des critères bien définis.
Un critère un petit peu d'organisation, ça c'est sûr, c'est qu'il a fallu demander quelque chose, d'être capable de dire j'ai besoin de tant de mètres carrés pour faire telle activité. Les travaux à Lamartine ne sont pas totalement terminés. Plus étonnant, certains artistes ont dû réaliser eux-mêmes des travaux d'électricité. Du côté de la ville, on garantit la sécurité du site, l'investissement est là, mais il reste encore du chemin à parcourir. Un investissement qui va frôler les 200 000 euros, donc c'est pas rien du tout. Je crois qu'on a géré au mieux dans le contexte qui était un peu tendu. Seulement aujourd'hui, une poignée d'anciens frichards occupent encore le parking de l'ancienne friche. D'autres ont en revanche investi le fort Vancia sur la commune de Rieux-la-Pape. 17 hectares classés patrimoine, ils sont une trentaine pour qui aucune négociation n'a été engagée avec la mairie. Signé pour un local pour 3 ans. Sachant que vraiment, pour m'organiser, me mettre un peu en place sur des activités compliquées comme la sérigraphie ou la soudure ou un atelier de métal, ça va me prendre au moins 1 an. Donc après, il me reste 2 ans pour bosser. Moi, je trouve que c'est pas assez. Je suis pas d'accord. Au Fort Vancia, une procédure d'expulsion a été engagée. La décision devrait être rendue le 4 avril prochain. À Lamartine, l'accord avec la ville, lui, prend fin en 2014. D'ici là, les artistes devront trouver une autre solution. Un agriculteur d'Échalas, près de Givors, comparaissait ce matin devant la justice. Il est accusé d'avoir refusé de vacciner ses animaux contre la fièvre catarrhale. Une vaccination rendue obligatoire par l'État entre 2008 et 2010. Condamné en première instance à 320 € d'amende, il conteste aujourd'hui cette décision. Pour la Confédération paysanne venue le soutenir ce matin, ce vaccin mettrait en danger la santé des bêtes. Moi, je travaille en biologie, j'essaye de faire en sorte de travailler sur l'immunité naturelle des animaux. J'ai conscience de la santé de mon troupeau et je ne souhaitais pas faire une vaccination qui affaiblit pendant un certain temps les défenses immunitaires puisque la bête se défend contre le vaccin. Et donc, étant donné que cette maladie, une fois de plus, n'était pas contagieuse, non transmissible à l'homme, c'est une maladie vectorielle, on ne voyait pas la nécessité de faire ça de manière obligatoire. Le jugement est attendu le 12 mai prochain. En rugby, c'est le match de l'année pour le Loup, actuel leader de Pro D2. Les Lyonnais rencontrent dimanche leur dauphin, Albi. En cas de victoire, les hommes de Raphaël Saint-André seront quasi assurés de la montée en top 14. Les explications de Brice Jaurès. Ce sont des matchs coup près que tout sportif rêve de jouer. Dimanche, les Lyonnais peuvent enfin franchir ce palier sur lequel ils butent depuis plusieurs saisons. À 5 matchs de la fin du championnat, une victoire permettrait aux hommes de Raphaël Saint-André d'être idéalement placés pour l'accession en top 14. On est, c'est sûr, sur un match capital, surtout pour nous, parce que si jamais on gagnait, je crois qu'on assommerait définitivement ce championnat. Cela fait 9 saisons que le club évolue en Pro D2 avec à la clé 2 finales perdues, dont une l'an passé. Et au fil des saisons, les dirigeants ont affiché un discours de plus en plus ambitieux. Le Loup a déjà le plus gros budget de Pro D2 en attendant un nouveau stade. Les joueurs n'ont donc pas le droit à l'erreur. La montée est un réel objectif. Ça fait rêver tous joueurs, puis surtout ça fait un peu rêver le club, je pense. C'est l'objectif que se donne le club depuis 3-4 ans. On va dire qu'on n'a jamais été aussi près de l'approcher. Maintenant, peu importe la manière, faut gagner pour le final, quoi. Lors des 5 dernières confrontations contre Albi, le Loup s'est incliné 5 fois. Malgré les forfaits de Romain Loursac et Mosese Ratouovou, les Lyonnais restent favoris de cette rencontre car cette saison, ils sont invaincus à domicile. Le stade Vuillermet et ses 4800 places vont faire le plein dimanche. Le rugby a un avenir à Lyon. C'était la promesse des dirigeants. Le rêve d'accéder au top 14 n'est désormais plus très loin. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.